Bonjour, je m'appelle Mousse. Je suis né le 12-06-84 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis originaire de Paris dans les Hauts-de-Seine à Nanterre. J'ai grandi à Nanterre. Je suis arrivé en 1987 avec ma mère en France, paix à son âme. Je suis arrivé hors regroupement familial. Je suis arrivé à l'âge de 3 ans pour rejoindre notre père qui vivait en France à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Et j'ai fait toute ma petite enfance toujours dans les Hauts-de-Seine à Paris. J'ai commencé étant enfant, j'étais à l'école primaire Pablo Neruda, à Nanterre Préfecture. Après, mes parents ont déménagé. On est parti habiter dans le quartier du Parc, aussi appelé le quartier Pablo Picasso. On a habité à la tour 19 d'Allée de l'Arlequin. À l'époque, j'étais encore jeune. J'allais à l'école primaire élémentaire Jacques Decour, qui se trouve en plein cœur du quartier Pablo Picasso. C'était une enfance, voilà quoi, pas facile. Ma mère, elle savait pas lire et écrire. Elle a dû faire des ménages à gauche à droite. Mon père aussi, qui vivait déjà un peu en France, faisait un peu des petits boulots à gauche à droite. J'étais l'aîné d'une fratrie. Je préfère, dans un premier temps, garder l'anonymat concernant mes frères et sœurs. Car je suis là pour parler de moi et de ma situation qui affecte toute ma famille. Mais pour entrer plus vite dans le sujet. J'ai enfin fréquenté le collège Évariste Galois, où j'ai fait mon collège, j'ai fait ma scolarité et tout. Et c'est là qu'on avait déménagé en plein cœur du quartier, dit le quartier rue des Fontenelles, de rue de la Paix à Nanterre. Voilà. J'ai eu une enfance très difficile parce que je travaillais bien à l'école. Ma mère faisait ce qu'il fallait, mais j'ai toujours été un enfant agité, j'ai toujours été un enfant distrait. J'aimais pas, c'est pas que j'aimais pas l'école, mais je séchais l'école pour aller faire des bêtises, des petits larcins, des bêtises en tout genre que les jeunes, entre guillemets, de mon âge font à un certain moment de leur vie. Certains appellent ça la crise d'adolescence, je sais pas comment dire ça. En toute humilité, je peux dire que voilà, j'étais un enfant très difficile et ma mère, franchement, elle s'est battue bec et ongle pour nous. Malheureusement, j'ai flirté avec la délinquance. J'ai commencé par la petite délinquance. Les petits larcins, les vols, des vols plus importants. Après, c'est là que j'ai commencé le trafic de stupéfiants. J'ai commencé le trafic de stupéfiants à 16 ans. Je ne veux pas commencer à dire le cliché de l'embrigadement, mais voilà, il fallait de l'argent. Ma famille ne m'a pas dit d'aller faire des bêtises, mais j'étais attiré par ces choses-là, parce que je me disais que j'avais la capacité. Dans ce milieu, on ne demande pas aux jeunes, oui, est-ce que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, on voit juste que tu es un vaillant. Les vaillants, on leur propose de passer au sup. Moi, j'ai fait partie des vaillants parce que j'avais un tempérament de quelqu'un qui se laisse pas faire, j'avais du charisme. Malgré que j'avais le côté un peu distrait, mais j'avais toujours ce côté charismatique et j'avais de la poigne, j'avais de la prestance pour mon âge. Ça veut dire que voilà, je suis passé au trafic de stupéfiants. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais tout ça pour vous faire comprendre d'où je suis parti. Et voilà, contre la vie de ma famille, c'est sûr, et j'ai commencé à évoluer dans ce milieu-là, et c'est là qu'a commencé l'escalade de la violence. 16 ans, première détention, je suis attrapé avec une quantité importante de stupéfiants. Et je fais ma première peine, à l'époque c'était quand même beaucoup. Pour un mineur, je faisais une grosse peine chez les mineurs, et après s'enchaînent les allers-retours en prison. Et là, je commence à passer à ma majorité. La prison devient malheureusement une banalité. Mais quand on grandit dans les quartiers populaires, je ne dis pas que ça excuse tout, mais c'est un risque. C'est un risque qui peut arriver. C'est une chose qui peut nous arriver, voilà, c'est une fatalité, on va dire, je sais pas, voilà. Je veux pas stigmatiser, mais il y a plus de facilité de finir en prison en habitant dans une cité qu'en habitant dans les beaux quartiers. Voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est réel. Et voilà, de suite, j'enchaîne les allers-retours. Je suis un vrai délinquant. J'ai fait du vol, j'ai fait du trafic de stupéfiants. Malheureusement, j'ai eu aussi des problèmes de détention d'armes illégales, mais les détentions d'armes illégales elles étaient liées au trafic de stupéfiants. Tout ça pour vous préciser que voilà, les années de placard, les années de prison m'ont éloigné, m'ont fait perdre ma jeunesse, m'ont mis loin de ma famille. Mais après, je suis rentré dans un engrenage. Je suis devenu, à mon insu, victime de la politique sécuritaire du ministre de l'Intérieur. Par les temps qui courent, le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, je suis devenu victime de la politique sécuritaire. J'ai fait, oui, de la délinquance, j'ai fait de la petite et de la grande délinquance, mais c'était de la délinquance uniquement à but lucratif. C'était pas pour faire du mal aux gens, j'ai pas eu de sang sur les mains, Dieu m'en préserve.
j'ai tué personne, je ne suis jamais passé aux assises. Je ne suis pas là pour valoriser la délinquance ni rien, mais ou ni pour hiérarchiser les actes de délinquance en tout genre. Mais je suis là pour vous passer un message très très important. C'est le problème de la stigmatisation qui se passe. Notre pays a vécu des événements très très tragiques, très douloureux, très douloureux. Et je comprends toutes les familles qui sont endeuillées, mais la chose la plus dangereuse, c'est que la politique sécuritaire de notre pays, notamment celle du ministre de l'Intérieur, est faite pour enrôler des gens qui n'ont rien à voir sous prétexte qu'on était en prison. Ils font une présomption de culpabilité, carrément ils font une présomption de radicalisation sur certains détenus. Moi, j'ai été victime de cela. Effectivement, à l'heure où je vous parle, je me permets de m'exprimer devant vous parce que je suis clair dans mes baskets, je n'ai rien à cacher, tout est vérifiable. Mon casier judiciaire est vérifiable. Mes avocats qui m'ont défendu me connaissent. J'ai eu comme avocat Maître Olivier Kaminski. J'ai eu après comme avocat Joseph Cohen-Saban. Et j'ai eu Maître Nathan Marie-Cécile. Et pour finir, j'ai mon avocat Maître Alassane Touré qui s'occupe de moi actuellement. Car franchement, je suis victime de la stigmatisation, de la politique sécuritaire. Carrément, j'ai l'unique conviction, moi, ma famille, mon conseil et tous mes proches qui souffrent dans cette dure épreuve, que je suis le bouc émissaire de la politique sécuritaire. Et ce qu'on me reproche en réalité, c'est de ne pas être naturalisé, de ne pas avoir la carte d'identité française, juste d'être étranger, alors que je suis là depuis ma petite enfance. D'être étranger et d'avoir un casier judiciaire, oui, j'avoue, je ne suis pas un enfant de cœur, j'ai un casier judiciaire long comme le bras. Mais cela ne fait pas de moi un radicalisé, encore moins ce qu'ils appellent un terroriste. Je réfute ce genre d'accusation et je trouve que c'est nauséabond et je trouve que c'est très pervers d'entretenir la confusion des genres. Voilà. Et là, maintenant, ça fait un mois que je croupis dans un centre de rétention. Ça fait un mois que je croupis dans un centre de rétention, que ma famille se bat bec et ongle. Je suis loin de ma femme, loin de mes enfants, loin de mes neveux, loin de mes nièces, loin de mes proches, loin de mes frères et sœurs. C'est toute une famille. À travers moi, c'est toute une famille qui souffre. Ils sont en deuil psychologiquement et émotionnellement. Les enfants, je ne vous parle même pas. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis un enfant de la République. Peut-être que je ne suis pas français sur le papier, mais j'aime la France. La France de, la France de Jacques Prévert, la France de Baudelaire. Tout ça, j'ai aimé. J'ai grandi dans ces choses-là. Et je suis enraciné. Ce pays, il est enraciné en moi. Je suis français. Et même si je ne suis pas sur le papier, je suis français corps et âme. Maintenant, c'est pour ça que je vous fais cet appel à l'aide. Parce que je suis en train de souffrir. Ça fait plus d'un mois, on veut m'expulser, mes jours sont comptés. À l'heure où je parle, j'essaie de faire preuve de discernement, mais c'est pas facile, je vous dis la vérité. J'essaie de ne pas vous montrer, mais je parle avec vous, mais je suis ému. Parce que je suis une victime de la présomption de culpabilité. J'ai rien à voir avec ce genre de choses. Ma famille est chrétienne, je suis ivoirien, ma famille est chrétienne. Mes frères et sœurs ne sont pas pratiquants. Ma femme est musulmane, elle n'est pas voilée, elle est algérienne. Elle ne pratique pas la religion musulmane. Parce qu'elle est algérienne, elle doit être forcément musulmane pratiquante. Non. Ma femme est algérienne, elle ne pratique pas et elle n'a pas le voile. Mes enfants vivent leur vie, vivent leur petite scolarité et font leur vie. Mon fils a le régime alimentaire qu'il veut. Je tiens à préciser. La religion, c'est dans l'intime et c'est personnel. Mais stigmatiser les gens sous prétexte qu'ils sont convertis à une religion, moi j'ai embrassé la religion dans les années à l'ancienne, quand j'avais 15-16 ans. J'ai pas embrassé la religion en 2018 ou en 2019. J'ai embrassé la religion quand j'avais 15-16 ans. Je mangeais du porc jusqu'à 15-16 ans. La religion m'a permis d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter d'aller en boîte de nuit, d'arrêter de fumer du shit, d'arrêter de faire n'importe quoi. C'est juste personnel en fait. Et je tiens à préciser parce que cette stigmatisation, elle envoie plein de jeunes dans le désarroi et des familles. Ça brise des familles. Là aujourd'hui, on me dit de faire de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces, de mes frères et sœurs, des orphelins alors que je ne suis pas mort, alors que je suis vivant. Ils veulent faire de moi justement une victime, me jeter à l'étranger où je connais personne. La seule chose qui m'attend en Côte d'Ivoire, c'est le cercueil de ma mère qui est décédée en 2010. J'ai personne. Ils veulent faire de moi un SDF et en plus ils veulent me ramener dans un pays que je connais pas, un continent que je connais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un vrai appel à l'aide. J'ai notamment, Dieu merci, j'ai plusieurs éléments qui démontrent les incohérences des accusations qui portent contre moi, mais on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Ce qui compte, on condamne les gens pénalement. C'est-à-dire, il y a la présomption d'innocence, mais ils ont inventé la présomption de culpabilité. Et j'ai remarqué leur présomption d'innocence, elle a géométrie variable. Et moi, je ne veux pas être victime de cela.
Je suis traumatisé, j'ai peur là de ce qui m'arrive. Je vous assure que mes jours, ils sont comptés. On est dans un état de droit, j'ai jamais été condamné de près ou de loin pour des faits à caractère religieux. Pour des faits à caractère religieux, ni une apologie, ni rien. J'ai jamais insulté des journaux satiriques et tout. J'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai jamais fait ce genre de choses. Et maintenant, on vient me dire à 37 ans, bientôt 40 ans, on vient de me dire que sous prétexte que je vais être radicalisé à 40 ans, j'ai fait toute ma vie, j'aime mon pays, j'aime ma patrie, j'aime ma famille, et on va me dire qu'à 40 ans que je suis stigmatisé. On me stigmatise, on me dit que je suis radicalisé. C'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent. On est quand même dans un pays, dans un état de droit, et les policiers, ils ont des services très compétents. On peut pas se permettre de gâcher la vie des gens qui est liée de toute une famille, toute une fratrie, sur des accusations à l'emporte-pièce qu'ils appellent soi-disant notes blanches. Des soi-disant notes blanches. Je ne comprends pas, j'ai été en prison, j'ai eu un parcours difficile comme beaucoup de jeunes des quartiers populaires parce que j'ai eu du mal à accepter la peine que je purgeais parce que c'était une longue peine. J'avais jamais vécu ça, c'était une longue peine. Mais j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai fait des bagarres, j'ai eu des petits soucis d'autorité, j'ai été réfractaire à l'autorité, mais cela ne fait pas de moi un dangereux tueur sanguinaire ou un radicalisé ou un terroriste, comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Je suis un musulman converti, je connais 4 sourates.